Bon alors, est-ce que ça vaut le coup de passer 13 épisodes de plus en compagnie de Frank Castle, alias le Punisher? Bienvenue pour cette vidéo de critique de la saison 2 du Punisher, avec d'abord un avis sans spoiler, puis ensuite, dans une seconde partie de la vidéo, j'irai un peu plus dans les détails et donc les spoilers sur des points plus précis du scénario notamment. J'avais déjà consacré une vidéo à la première saison du Punisher que j'avais bien appréciée. D'ailleurs, j'étais supposé en sortir une deuxième, toujours consacrée à cette première saison, mais j'avais été emporté sur d'autres sujets. En tout cas, ce qui est important, c'est que cette première saison m'avait laissé une bonne impression. Et si je l'avais autant apprécié, c'était principalement pour trois raisons. La première, la performance totalement dingue de Jon Bernthal dans le rôle titre. La deuxième, c'est le duo qui fonctionnait très bien avec Micro. Et la troisième raison, c'était les scènes de violence vraiment convaincantes et complètement dans la ligne de mire de ce qu'on peut attendre quand on connaît le Punisher. S'il fallait se prêter au jeu de la comparaison, je dirais que j'ai assez nettement préféré la première saison du Punisher que la deuxième, mais après tout le mal que j'avais lu de la saison 2 avant son arrivée, je dois dire que finalement j'ai été plutôt agréablement surpris, ce n'est pas la catastrophe que certains annonçaient. Et oui, parce que de mon point de vue, en tout cas, si on résume, Punisher saison 2 revient avec un scénario moins intelligent, avec des enjeux moins personnels pour Frank Castle, mais avec plus de scènes d'action bien vénères. Malheureusement, le sempiternel problème des séries Marvel Netflix est encore présent avec ses 13 épisodes plutôt que 10 ou même 8, et du coup ça me dépasse qu'on puisse s'entêter dans une telle connerie, mais le constat est là, on a du coup un rythme assez inégal et certaines intrigues qui sont un peu trop étirées en longueur. Ce qui ne change pas, et c'est pour le mieux en revanche, c'est que Jon Bernthal est un acteur génial qui apporte avec lui de l'intensité dans n'importe quelle scène. C'est le meilleur Punisher jamais montré à l'écran, il est crédible à 100% dans la brutalité évidemment, mais aussi sa difficulté à exprimer ses sentiments ou encore ce regard hanté qu'il pose sur le monde. Face à lui, cette saison 2 propose deux principaux adversaires qui sont soit déjà vus, soit mal ou insuffisamment exploités. Ce problème se retrouve aussi avec l'agent spécial de la sécurité intérieure, Dina Madani. En ce qui concerne ce personnage, Dina Madani, le rôle est toujours servi par une actrice que je trouve plutôt intéressante. En revanche, la direction dramatique qu'on donne à ce personnage ne me convainc pas du tout, et ça en fait un personnage très difficile à porter et à faire aimer au public. Là où je pense que personne ou presque ne sera déçu, c'est bien au niveau des scènes de combat, que ce soit les fusillades ou les gunfights, pour faire genre, ou évidemment les corps à corps particulièrement brutaux et sanglants. Ces scènes sont une grande réussite, surtout pour leur capacité à donner un effet assez réaliste, tout en soulignant le côté presque surhumain et machine de guerre de Frank Castle, dont la principale qualité reste sa capacité à encaisser et à se relever. Évidemment, je sais bien qu'il y a des exagérations, notamment dans la récupération dont Frank est capable entre deux blessures super graves, mais bon, on est toujours à la limite entre ses capacités de l'humain et du surhomme. On se souvient que la première saison avait pour thème la surveillance, notamment la surveillance d'État, la surveillance cachée, les opérations secrètes et évidemment la moralité et toutes ces zones grises. Cette seconde traite surtout de l'identité profonde, des masques sociaux et de la capacité ou incapacité de chacun à changer, à saisir une seconde chance ou encore à trouver sa propre voie. Alors faut-il regarder cette saison 2 si vous vous posez la question? Je dirais plutôt oui si vous êtes devenu très fan de cette version de Frank Castle en regardant la première, ou encore si vous recherchez tout simplement des combats assez violents, très intenses à l'écran. En revanche, mieux vaut vous prévenir, ne vous attendez pas à une intrigue de haut vol, ou encore à un niveau de réflexion ou de référence aussi élevé que dans la première saison. Et il est déjà temps de passer au spoiler, donc attention, vous êtes prévenus à partir de maintenant. Bon, je vous laisse encore un petit peu de temps, et en plus je vais commencer avec un thème pas bien méchant. Beaucoup ont déjà pu comparer cette saison 2 de Punisher à Logan ou encore à The Last of Us, car on retrouve la dynamique entre un vétéran compétent mais désabusé et une jeune fille en danger, forcément moins endurcie, mais qui n'est pas un ange pour autant. C'est donc Amy, l'adolescente, qui a tenté de faire chanter les mauvaises personnes, que Frank va prendre sous sa protection, bien malgré elle pour commencer. Et comme vous peut-être, je ne peux pas m'empêcher de comparer ce duo avec celui que Frank formait avec Micro dans la première saison, un duo qui fonctionnait très bien à mon point de vue. Du coup, c'est un petit peu injuste forcément pour l'actrice qui joue Amy, puisqu'elle s'en sort bien, elle réussit à éviter le piège de l'adolescente insupportable qui fait n'importe quoi, en tout cas, ou du moins au bout de quelques épisodes. L'attachement entre les deux personnages se fait de façon très graduelle, on sent bien l'incapacité du Punisher à s'exposer à nouveau à la vulnérabilité qui vient avec l'affection. Cette constatation rend d'autant plus exceptionnelle la relation de confiance qui s'est nouée depuis des années entre Frank et Curtis,
et puis cela rend cet ancien infirmier militaire encore plus attachant, même si le scénario lui fait multiplier un peu trop à mon goût les échecs et les gaffes. De mon point de vue, ce qui cloche surtout dans cette saison provient de la gestion scénaristique de Billy Russo, de sa psy Krista, de Dina Madani et de la sous-exploitation de John Pilgrim. A mes yeux, il n'y a qu'une chose qui dans cette saison 2 parvient et encore à peine à sauver le personnage de Billy Russo, et il s'agit du cœur à l'ouvrage que met son interprète, Ben Barnes, qu'on avait notamment découvert dans Westworld, et ça ne suffit qu'à peine puisqu'on essaie de nous le présenter comme Jigsaw, mais il en manque beaucoup pour en faire un personnage aussi palpitant qu'il le voudrait. C'est simple, tout le reste est foireux. De base, jouer la carte de l'amnésie et de la redécouverte non seulement de ses actions, mais aussi de son identité profonde, est une mauvaise idée. De fait, cette saison 2 consacre beaucoup trop de temps à suivre Billy Russo sur un chemin que le spectateur connaît déjà, puisqu'il a déjà vu la première saison a priori. Et ce qu'il y a sans doute de plus grotesque dans tout ça, c'est le gros cliché de la relation entre la psychothérapeute et son patient, et pour nous faire passer la pilule, on nous a donné un visage de Billy Russo qui est certes couturé de cicatrices, mais qui sont bien loin de suffire pour l'enlaidir au point de le rendre totalement repoussant. Franchement, après le carnage que Frank Castle avait fait sur sa tronche en fin de première saison, on se foutrait pas un peu de notre gueule là? Pour revenir sur Krista, la psychothérapeute de Billy Russo, admettons éventuellement qu'elle tombe amoureuse de lui, mais ensuite elle bascule totalement dans l'horreur et la criminalité la plus abjecte lorsqu'elle lui recommande le plan qui consiste à abattre des victimes innocentes et à faire peser cela sur la conscience de Frank. Je dois dire que ce morceau d'intrigue, ces filles innocentes dont on veut mettre la mort sur la conscience de Frank Castle, ça m'a un peu déçu puisque sur le coup, alors que je regardais l'épisode et que Frank découvre les cadavres, je me suis dit wow, c'est culotté, c'est quand même courageux, ils vont décider de confronter leur anti-héros aux conséquences potentielles de ces fusillades avec des armes de guerre en pleine ville, mais finalement non, le code de l'honneur, si on peut dire, de Frank Castle est respecté. Autre problème, et oui encore un avec l'arc narratif de Billy Russo comme principal antagoniste, c'est celui des anciens combattants et de leur difficulté à s'intégrer dans la société. Le problème c'est que cet arc, cette histoire avait déjà été totalement couvert dans la première saison, donc ça sent vraiment la redite dans cette saison 2. On peut aussi y ajouter la décision de faire de l'agent Madani une femme obsédée par celui qui l'a trahi et lui a tiré une balle dans la tête, à tel point que son personnage devient insupportable et ne fait qu'enchaîner les bêtises et les échecs. En résumé, beaucoup trop de redites à mon goût, d'abord la redite de Billy Russo qui redécouvre les événements de la première saison, ensuite la redite sur les vétérans de guerre et leur intégration, et enfin la redite sur les échecs de Dina Madani. On a un assez beau potentiel du côté de John Pilgrim, cet homme de main guidé par la foi et la volonté de préserver une famille qu'il ne pensait pas mériter. Toutefois, l'intrigue se disperse en courant à la fois celle du chantage avec les parents puissants du sénateur homosexuel et de l'autre Billy Russo, le seul point commun entre les deux histoires étant Frank Castle, c'est un petit peu mince. Du coup, John Pilgrim reste un méchant de second plan qui a de bonnes scènes, mais à propos duquel je suis un peu resté sur ma faim. Un petit mot justement sur les conclusions qui sont données à certains personnages, avec celle de Billy Russo qui m'avait quand même fait sourire, puisque j'avais eu l'impression que les scénaristes en avaient autant marre du personnage que moi à ce moment-là, et quand il commence à faire son petit discours d'adieu à Frank Castle, il se mange 2 ou 3 balles dans le caisson, tout le monde avait envie qu'il ferme sa grande gueule. Pas de fin glorieuse donc, une chute doublement cruelle pour Krista et Billy, qui se voyaient déjà fonder leur nouvelle petite vie sur des cadavres encore bien chauds. Du côté de John Pilgrim en revanche, on peut dire que la justice à 2 vitesses de Frank Castle joue à plein. Il reconnaît en lui un instrument de destruction qui est tombé entre de mauvaises mains, exactement ce que Frank était quand Rollins dirigeait les opérations secrètes de la CIA. Et puis surtout, Frank apprend que les fils de John sont plus ou moins retenus en otage. Du coup, une fois que la situation est résolue, eh bien il le laisse tout simplement partir. Voilà une belle illustration de la partialité des jugements de Frank Castle. Au moins toute ambiguïté s'est enfin envolée en fin de saison 2, Frank accepte totalement son alter ego du Punisher et tout ce qui va avec. Une façon de voir le monde qui n'est évidemment pas compatible avec celle défendue par Karen Page, qui vient plutôt vers la fin de saison introduire le seul lien existant entre cette saison de Punisher et Daredevil. Malgré ce qu'elle ressent de toute évidence pour Frank, les deux comprennent que la voie sanglante choisie par lui est totalement incompatible avec l'espoir d'une vie heureuse, encore plus clairement que dans le cas déjà torturé de Matt Murdock. Et d'ailleurs, quand Frank dit à Karen en parlant de Matt « he's good », on peut prendre ça à plusieurs niveaux. Et oui, d'abord, Matt est quelqu'un de foncièrement bon, il est aussi bon pour elle, pour Karen, et il est bon dans ce qu'il fait, le seul véritable point commun entre les deux hommes.
Maintenant que Frank a totalement embrassé cette identité du Punisher, il semblerait difficile sans doute de proposer une troisième saison en conservant une certaine ambivalence qui permet encore au public de soutenir un personnage aussi sombre. Je suis curieux évidemment de savoir ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires, mais pour moi il suffit de revenir aux scènes de torture, notamment celles que Frank va infliger aux vétérans, aux complices de Billy Russo, pour se demander si on a vraiment envie de suivre une saison complète des agissements de ce personnage, sans aucun autre pour venir contrebalancer sa moralité et tenter de le ramener vers la lumière. Il y a une autre série en ce moment qui explore cette question de l'ambivalence des justiciers autoproclamés, il s'agit de Titans, et je vous en parlerai très prochainement. Avant de vous laisser et de vous forcer à vous abonner à ma chaîne à coup de M60 dans le buffet, eh bien je voulais vous parler de la prochaine séance geek. Ça se passe toujours au pâté La Villette. C'est le 8 février et ce sera cette fois sur Alita Battle Angel. Alors, le principe est simple, hein. On regarde le film, c'est en IMAX 3D et je vous propose mon analyse juste après le film. Ensuite, il y a avec vous une session de questions-réponses et pour s'inscrire, c'est très simple. Il y a un lien de réservation dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!